L'aspirine fait très certainement partie des médicaments les plus connus. Regardez, je demande à n'importe qui au hasard, tiens, tu peux me donner un nom de médicament ? Aspirine. Voilà, maintenant que vous en avez la preuve, on peut partir sur la vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, on s'abonne, on like la vidéo, ça fait 1 an que je vous le répète, vous avez l'habitude. Et maintenant, c'est parti pour un nouvel épisode de l'apothicaire, on va étudier l'aspirine. L'aspirine, d'où ça vient? Aujourd'hui, on l'obtient par synthèse, c'est-à-dire qu'en laboratoire, on fait un peu de cuisine, quoi, on mélange 2-3 trucs, on les chauffe, etc. La saccharose, voilà. Et on arrive à la bonne molécule, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce que l'aspirine, on peut très bien en trouver dans la nature. C'est écolo, c'est vert. Enfin, c'est pas vraiment de l'aspirine, mais c'est un cousin qui lui ressemble beaucoup, on va voir. On peut par exemple en trouver dans la Reine des Prés ou dans le saule blanc. En fait, l'aspirine, c'est loin d'être nouveau, on la connaît depuis des millénaires. Hippocrate lui-même l'utilisait pour soigner ses patients. On a même des traces jusqu'à -3000. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on dit « Ah, t'as mal à la tête? Bah tiens, prends un comprimé d'aspirine. » Alors qu'avant, on disait « Ah, t'as mal à la tête? Bah tiens, mange ce bout de bois. La santé par les plantes pour retrouver ses racines. » Donc forcément, un petit peu différent. L'histoire commence en 1825 avec un pharmacien italien qui s'appelle Francesco Fontana, ça doit être un cousin de Tony, qui s'interroge sur les propriétés de ce morceau de bois. Comment ça se fait que quand je mange de l'écorce de cet arbre, je n'ai plus mal à la tête? En fait, la raison, c'est plutôt simple, mais ça, Tony Montana, il avait pas dû le voir. C'est que à l'intérieur de cet arbre, eh bien, on a tout le temps une bouteille de chartreuse. Autant vous dire qu'après ça, on n'est plus du tout stressé. Et ça avait dû lui échapper, malheureusement. Il réussit à isoler le principe actif de l'écorce de cet arbre qu'il baptise salicyline. Salicyline, ça vient du nom latin du saule qui s'appelle salix. Cependant, les cristaux de salicyline qu'il obtient pour le moment ne sont absolument pas purs. C'est un pharmacien français qui y arrive en 1829. Il s'appelle Pierre-Joseph Leroux. Il réussit à obtenir 30 grammes de salicyline à partir de 1,5 kg d'écorce de saule. Chapeau bas. Mais bon, il y a un problème, c'est que la salicyline, c'est très mal toléré par le corps humain. Elle est à la source de vomissements, d'acouphènes, bref, c'est vraiment pas top. Bon là, du coup, on essaye de comprendre pourquoi. On comprend pas trop, donc il faudra attendre 1853 où il y a monsieur Charles Gérard qui arrive et qui dit « Moi, j'ai trouvé un cousin de la salicyline qui s'appelle l'acide acétylsalicylique et qui est sans effet secondaire. » Qui est le patron? Et moi? Trop bien, on a enfin ce qu'on voulait. Donc l'acide acétylsalicylique, qu'on appelle aspirine dans le langage commun, n'existe pas en tant que tel dans la nature, mais ressemble quand même beaucoup à la salicyline, qui lui existe dans la nature. On a enfin ce qu'on voulait, mais bon, le composé acide acétylsalicylique de Charles Gérard, il n'est pas utilisé. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il dépose quand même un brevet, mais qui finalement sera sans aucun intérêt. C'est vraiment pas gentil. Charles Gérard, il mourra quelques années plus tard et ses travaux tombèrent dans l'oubli. Il faudra encore attendre 40 ans. Je vous rappelle que l'histoire a commencé en 1825. Là, on se retrouve en 1894 où un jeune chimiste allemand, Felix Hoffmann, vient de se faire embaucher par les laboratoires Bayer sous la direction de Arthur Eichgren. Il reprend enfin les travaux de Gérard et réussit à synthétiser de l'acide acétylsalicylique pur en 1897. Ça y est, nous y voilà enfin. Petite précision, parce que je sais que si je ne le dis pas, on va me en parler dans les commentaires. La paternité de cette découverte est assez controversée. Elle est attribuée à Felix Hoffmann, mais apparemment le réel découvreur serait son patron, Arthur Eichgren. Le problème, c'est que Arthur était de confession juive et que les nazis, en 1934, décident de faire disparaître son nom de l'histoire de l'aspirine. En 1949, Eichgren ira jusqu'à demander à ce que son nom soit inscrit à côté de celui de Hoffmann pour la découverte. Il ira jusqu'à dire que en fait c'est lui qui commandait tous les travaux et que son petit chimiste Hoffmann, le jeune Hoffmann, il était pas très doué en chimie, il comprenait pas ce qu'il faisait, il ne comprenait même pas l'intérêt. T'es un connard. De son côté, Felix Hoffmann décéda en 1946 et on va dire qu'il a oublié de révéler les réelles circonstances de sa découverte. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Quant à Bayer, il réfute cette théorie. Quoi qu'il en soit, juste après, en 1899, le premier médicament à base d'acide acétylsalicylique est commercialisé par les laboratoires Bayer sous le nom d'aspirine. Le nom aspirine provient de l'autre plante qui contient de la salicyline. Vous vous rappelez, c'est la reine des prés et on l'appelle en latin Aspirea. Aspirea, aspirine,
Vous avez fait le lien. La France, en 1915, a rapidement lancé sa propre production d'aspirine sous le nom d'aspirine du Rhône, parce qu'effectivement, en 1915, comme vous l'imaginez, le commerce avec l'Allemagne était assez compliqué. Donc la France a décidé de lancer sa propre aspirine, l'aspirine du Rhône. Le laboratoire allemand Bayer et le laboratoire français Rhône-Poulenc se sont d'ailleurs longuement battus pour obtenir le leadership mondial de l'aspirine. Qui veut gagner de l'argent en masse? Dès ses premiers pas, l'aspirine connut un succès immense. Elle sera d'ailleurs largement mise à contribution pendant l'épidémie de grippe espagnole 1918-1919. Bien qu'on ne sache pas vraiment à l'époque comment elle fonctionne, elle est utilisée pour les douleurs, les fièvres, les inflammations. Le mécanisme d'action ne sera découvert qu'en 1971 par John Vann et Priscilla Piper qui découvrent l'action inhibitrice de l'aspirine sur les prostaglandines. Ils remporteront d'ailleurs le prix Nobel de médecine en 1982 pour cette découverte. L'aspirine fait donc partie des anti-inflammatoires non stéroïdiens, au même titre que l'ibuprofène, dont on a déjà parlé. Elle inhibe une enzyme qui permet la production des molécules de l'inflammation. Donc s'il y a moins de molécules qui permettent la fabrication des molécules de l'inflammation, il y a moins de molécules de l'inflammation, et donc s'il y a moins de molécules de l'inflammation, il y a moins d'inflammation. Je pense que vous avez compris. C'est un bordel. Mais petit à petit, et ce dès les premières années d'utilisation, on va se rendre compte des risques de toxicité. Une menace a été détectée. Effectivement, peut-être que vous le savez, mais l'aspirine est responsable d'effets indésirables, notamment au niveau digestif. Elle est très toxique pour l'estomac. Et ces effets indésirables, ils sont vraiment sous-estimés au début de l'utilisation. Par exemple, on va observer une nette augmentation du nombre de morts par hémorragie pendant l'épidémie de grippe espagnole. Trop bizarre en fait, c'est exactement le même moment où on utilisait beaucoup d'aspirine. Incroyable hasard. Peut-être que c'est lié, je sais pas. En même temps, les gars, ils y allaient vraiment pas avec le dos de la cuillère. Ils prenaient des doses d'aspirine énormes, de 8 à 30 grammes d'aspirine par jour. Mais enfin, ça va pas! Alors qu'aujourd'hui, on est plus aux alentours de 3 grammes. Arrêtez! Vraiment des doses de cheval. C'est pour ça qu'ils avaient autant d'effets indésirables. Donc on découvre petit à petit que l'aspirine cause des troubles au niveau digestif et hémorragique. En plus, on découvre qu'on peut difficilement l'utiliser chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, chez les enfants. Bref, c'est un peu complexe à utiliser, donc c'est pourquoi petit à petit on va préférer un petit médicament sympa qui fait son apparition, qui a à peu près les mêmes effets, qui est beaucoup moins toxique et qui s'appelle le paracétamol. J'en ai déjà fait une vidéo, allez la voir. Aspirine, c'est un des médicaments les plus consommés au monde avec 40 000 tonnes par an. Combien? Ça fait à peu près 400 milliards de comprimés. D'accord, ouais. Cette histoire, elle est vraiment digne d'un roman. Ça fait des années, des siècles qu'on parle de l'aspirine. Vous l'avez vu, des dizaines de chercheurs se sont penchés sur son cas et pourtant, elle n'a pas encore livré tous ses secrets. Un mystère plane encore. On observe parfois une résistance de certains patients à l'aspirine. Elle se révèle inefficace au niveau de l'agrégation des plaquettes, ce qui entraîne parfois des complications au niveau cardiovasculaire. Et on ne comprend pas pourquoi chez ces patients, ça ne fonctionne pas. Plusieurs hypothèses ont été émises. Polymorphisme génétique, problème de dosage, interaction médicamenteuse, l'aspirine a encore de nombreuses choses à nous apprendre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et aussi à me dire des noms de médicaments que vous voudriez qu'on étudie sur cette chaîne YouTube. Avant de partir, n'oubliez pas, petit like et on s'abonne à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, à bientôt.